Bonjour Elodie, Camille qui nous ont rejoints. Bien, l'enregistrement vient de commencer, donc Séverine, à toi la parole. Merci beaucoup Sidonie. Alors je Avec commence plaisir. ce matin comme ce matin, pardon, par remercier le festival de me donner l'occasion de partager tout ça avec vous. Ce matin, c'était avec les parents, cet après-midi, c'est avec les professionnels. Donc, merci pour cet espace que vous nous donnez pour pouvoir partager nos passions, parce que vous allez voir que pour moi, il s'agit d'une passion, nos visions en tout cas. Et puis merci pour le bénévolat, parce qu'il faut savoir que Sidonie, elle est bénévole là, pour venir donner des coups de main. Donc merci pour toute l'organisation, en tout cas autour de ce très joli festival. Je vais commencer par une petite présentation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'ont rejoint du fait de la communication que j'ai fait autour de l'événement ou pas particulièrement. Donc on va faire comme si on ne se connaissait pas. Moi, je m'appelle Séverine Guy, j'ai été éducatrice spécialisée pendant plus de 25 ans, en vrai, dans différents lieux, dans différentes institutions, auprès de publics divers et variés. Je vais vous faire une version un peu courte, puis si vous avez d'autres questions à me poser par la suite, j'y répondrai bien volontiers. La version un peu courte, c'est suite à un burn-out global, professionnel avant tout, mais je pense que le burn-out, il vient globalement. Je n'étais plus en capacité d'exercer ma profession en institution. Et donc, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je vais faire maintenant. Voilà. En même temps, l'identification du haut potentiel de mon fils est arrivée. Par là même, double effet qui se coule, ma propre identification de haut potentiel est arrivée. J'ai vécu et observé le manque de soutien, le manque de connaissances de certains professionnels. Je ne parle pas évidemment de vous particulièrement, mais à large échelle. Je me suis spécialisée d'abord dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Et puis maintenant, depuis quasiment un an après, donc depuis 4 ans maintenant, j'accompagne, je forme, je guide, je ne sais pas comment dire exactement, les professionnels de la relation d'aide, donc psychologues, coachs, éducateurs, assistants maternels, instituteurs, toutes les personnes qui se sentent concernées dans leur profession par l'accompagnement autour de cette idée du haut potentiel, a une approche qui permet d'allier à la fois des connaissances, mais souvent vous les avez déjà, les connaissances, mais surtout à la posture à avoir avec ces parents-là. Et on va se parler pas mal des parents et on va se parler pas mal de vous aussi aujourd'hui, puisque je pars toujours du postulat que nous, professionnels de la relation d'aide, nous sommes les guides qui guidons les parents pour qu'à leur tour, ils puissent guider leurs enfants. C'est un petit peu comme ça que je nous considère et j'ai, par expérience, observé que le soutien aux parents, la guidance des parents est essentiel dans les familles avec enfants à haut potentiel parce qu'ils vivent des défis particuliers et puis parce que la systémique même d'une famille avec un enfant à haut potentiel ne peut absolument jamais exclure la posture parentale. Et donc, c'est vraiment ce travail-là que je mène depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, sentez-vous libre, on est comme à la maison. Vous dire aussi que moi, je suis en Haute-Savoie, donc je suis pas très loin de Lyon. C'est simplement que des contingences d'organisation ne me permettaient pas de venir donner cet événement sur place. Mais en vrai, on est à 1 heure et quelques, hein, donc ça aurait été tout à fait faisable. Et comme je le disais ce matin, j'espère l'année prochaine peut-être pouvoir venir vous rencontrer en vrai de vrai. Il se trouve que là, dans l'organisation personnelle et professionnelle, c'était pas possible et que cette opportunité de pouvoir le faire en visio est très bien tombée. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions à me poser, peut-être plus déjà sur qui je suis, sur mon parcours, ou est-ce que vous avez assez d'infos? C'est tout bon? Ok. Merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, hein, moi, la plupart des professionnels que j'accompagne, et j'imagine que c'est votre cas, il y a 2 personnes qui étaient là déjà ce matin pour l'atelier parents et qui sont concernées aussi en tant que professionnels
et qui ont conforté ce que je pense ou ce que je sais par expérience, c'est que comme les parents, la plupart des professionnels que j'accompagne, en vrai, vous êtes déjà très formés la plupart du temps, très engagés, très sensibles à cette question des profils atypiques. Alors, je suis plus centrée, moi, sur la question du haut potentiel. Je suis formée sur la question du haut potentiel et pas des autres neuroatypies, même si en vrai, et on va le voir ensemble, hein, ce qui compte, c'est l'individualité, c'est vraiment mon credo. Ce qui compte, c'est l'individu qui se cache derrière les étiquettes qu'on lui administre ou pas. Et que donc ce que je vais vous partager aujourd'hui est probablement vrai pour d'autres clientèles, et surtout toujours vrai pour tous les enfants, hein, puisque de mon point de vue et de mon expérience, ce qui est vrai pour les enfants neurotypiques ou les parents neurotypiques est juste encore plus vrai pour le haut potentiel, puisque c'est en termes d'intensité que les choses se jouent, et puis bien sûr avec des fonctionnements neuropsychologiques spécifiques, bien évidemment. Donc la plupart du temps, ce qui vous amène, c'est pas j'aimerais en connaître davantage le haut potentiel. Alors, est-ce que je me trompe? Parce que moi, je suis partie de ce postulat-là, mais si c'est pas le cas, je peux changer d'angle sur mesure. Est-ce que vous faites partie de professionnels qui vous sentez déjà sensibilisés à cette question-là, ou vous avez une attente dans cet espace-là ensemble, que vraiment on approfondisse des choses sur la question du haut potentiel? Ah, si vous ne souhaitez pas participer à l'oral parce que vous n'êtes pas très à l'aise, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire dans le chat. Et puis sinon, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour me partager. Forte d'une expérience de prise en charge de mineurs par des activités diverses. Ok. Me lancer en formation TND et accompagnement de vilain. Je me lance, je suis novice. Ok, j'adore. Belle expérience professionnelle, hein, brigade des mineurs, études de médecine, belle expérience professionnelle qui va probablement vous servir. Ok, donc on va poursuivre sur cet aspect-là des choses. Et la plupart du temps, quand les professionnels me contactent dans une demande d'accompagnement, puisque la formation, vous l'avez déjà, alors je suis en capacité de faire de la formation, mais pour vous dire la vérité, c'est plus tellement ce qui m'anime, parce que j'observe que les professionnels sont déjà souvent très bien formés. Il ne s'agit pas d'une question de formation, mais plutôt d'être un peu déstabilisés par les profils au potentiel, les parents, les enfants, quand vous les accompagnez, le système familial plus global, et être même parfois épuisés par l'intensité émotionnelle et relationnelle avec certaines familles à haut potentiel. Ce qui est important de comprendre, en tout cas dans mon expérience, hein, c'est toujours la même chose, hein. Moi, je suis quelqu'un qui vous parle de là où je suis. Je ne vais pas vous partager des théories, des thèses, ou c'est pas moi. Mais de là où je suis, ce que j'observe, c'est cette fatigue relationnelle des professionnels de la relation d'aide, en particulier face au profil atypique, au profil haut potentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous? Est-ce que parmi vous, il y a des professionnels qui se disent « j'adore ce que je fais », mais en effet, quand je suis face à certains profils de famille, je sens que ça me pompe, comme on dit dans le métier, que ça vient m'aspirer un petit peu. Camille, peut-être? Non, pas particulièrement? Je vois que vous activez votre micro. Non, pas particulièrement, mais c'est plus comment accompagner cette intensité-là. Ok. Je pense à un jeune que j'accompagne et on travaille sur le stress, les émotions, et puis en fait, il me dit « je suis tout le temps stressée ». Il n'y a pas... Ok. Vous faites exercer quelle profession, Camille? Orthopédagogue. Ok, super. Ok, on va venir à des choses de cet ordre-là, hein, et vous allez comprendre le lien avec la relation que je mets au cœur de chacun de nos accompagnements, que vous soyez orthopédagogue, psychologue, psychomote, peu importe ce que vous fassiez. En effet, soit on est déstabilisé par cette intensité, c'est-à-dire de se dire je me sens pas outillée pour ça. Qu'est-ce que je mets en place face à un jeune qui me dit
tout le temps stressée. Il n'y a pas d'espace dans lequel je ne suis pas. Ou alors, ça peut être aussi dans nos professions, cette volonté de sauver, secourir les personnes qui viennent à nous avec cette intensité et petit à petit, éventuellement, de s'y fatiguer, de s'y épuiser. On n'est pas obligé d'en être au stade de l'épuisement, mais on peut sentir une fatigue quand on est confronté de manière régulière au profil de ce haut potentiel. Qu'est-ce qui déstabilise d'abord? On va commencer par se parler de ça et je vous le redis, n'hésitez pas à intervenir, c'est toujours agréable pour moi. Alors, Carolina qui me dit « Je ne suis pas du tout pro, je suis maman d'un petit garçon HP. Ai-je ma place dans ce webinaire ?» Alors, on va vraiment parler davantage des professionnels de la relation d'aide ici, Carolina. L'atelier pour les parents, il était ce matin. Mais Margot, dans le cadre du festival, m'a informé que les replays seront disponibles sur la chaîne YouTube du festival. Mais en effet, pour ne pas vous faire perdre votre temps, là, on va vraiment s'attarder sur la question des professionnels de l'accompagnement. Ok. Donc, j'en étais à vous dire, qu'est-ce qui déstabilise en fait le plus les pros avec les familles HPI? D'abord, lorsqu'on accompagne des familles à haut potentiel, c'est pas tant la complexité des situations qui déstabilise, parce que j'imagine que vous l'avez tous rencontré. On est face à des familles qui ont des enfants qui sont opposants, à des enfants qui font des crises, à de l'anxiété, du stress, des problèmes autour de la scolarité, des devoirs. Donc, en vrai, c'est plus ou moins les mêmes problématiques que n'importe quel autre enfant, mais c'est ce côté de dosage et d'intensité qui va être beaucoup plus important chez les enfants à haut potentiel. Donc, ce n'est pas tellement la complexité de la situation, c'est des thématiques que d'ordinaire, vous avez l'habitude d'accompagner, mais de l'accompagner dans cette intensité-là, alors c'est là où tout d'un coup, ça vient nous déstabiliser. Parce que ce qui est le plus important à comprendre, que ce soit auprès des familles, des parents ou auprès des enfants, c'est cette intensité de la charge émotionnelle. Pour une personne avec un haut potentiel, alors je vais vous dire des généralités ici, parce que bien entendu, il me faudrait beaucoup plus de 2 heures pour aller dans le détail de tout ce que j'aimerais vous transmettre. On va partir du postulat ensemble que le haut potentiel, c'est une grande famille de personnes qui ont des fonctionnements neuropsychologiques spécifiques, ok, mais qui pour autant restent des individus, et donc ce que je dis n'est pas forcément vrai toujours et pour tout le monde. Je vous parle de la majorité, d'accord, mais bien entendu que parfois c'est pas vrai, parfois c'est encore plus vrai, et on est ici entre professionnels, donc c'est important quand même de comprendre qu'on a cette nuance. On a cette nuance qui revient à l'individualité, puisque le haut potentiel, c'est un état neuropsychologique, mais qui passe par le filtre de la personnalité, du caractère, de la systémie familiale, de l'histoire, de tout ce que comporte une individualité. Ok ? Donc, dans cette charge émotionnelle, ce qu'on rencontre souvent, c'est des parents qui vont être très impliqués, très, très, très impliqués pour la plupart. Les personnes qui viennent, les parents qui viennent vous demander votre aide ou votre soutien sont des parents qui souvent ont déjà vu plusieurs professionnels de la relation d'aide, quel que soit le domaine de compétence, ont déjà essayé, entre guillemets, beaucoup de choses. Ce sont des parents qui arrivent souvent du coup fatigués, voire épuisés, à la fois de l'intensité émotionnelle de leur vie quotidienne, mais aussi de cette recherche permanente de soutien qu'ils n'arrivent jusqu'à ce qu'ils vous trouvent, n'ont pas réussi à trouver dans cet accueil et de cette compréhension de cette systémie particulière. On va trouver, quand on est face à des enfants, des enfants qui sont extrêmement réactifs, qui sont extrêmement sensibles, ce sont des systèmes familiaux qui sont en tension constante. Camille partageait tout à l'heure qu'un des enfants qu'elle accompagne ou adolescent exprime qu'il est en anxiété, en nervosité permanente. C'est pareil en fait pour tout le système familial. Le système familial, il n'a pas de pause.
Vous savez, dans une famille plus ou moins classique, neurotypique en tout cas, il y a des phases où c'est plus difficile avec un enfant, puis des phases où c'est plus simple, où ça passe plus facilement, où les parents ont moins besoin d'être en permanence dans ce questionnement de est-ce que je fais bien, est-ce que c'est adapté, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, et toutes ces questions qu'un parent peut se poser. Un parent d'enfant au potentiel, et les parents qui sont là, Nathalie et Marilyn, si elle a retrouvé du son, n'hésitez pas à venir en témoigner, c'est intéressant aussi, sont dans cette quête permanente de je comprends pas mon enfant, je sais pas pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il réagit pas comme tous les autres enfants qu'on a autour de nous. J'ai beau chercher, j'ai beau comprendre, bah ça fonctionne pas en fait. Le fait que je comprenne ne m'amène pas des pistes et des clés, hein. C'est aussi ce qu'on discutait ce matin. C'est en ça que parfois des parents vont aller vers une recherche d'identification. Je vous rappelle qu'on parle d'identification du haut potentiel et pas de diagnostic puisque ce n'est pas un trouble, hein. C'est une façon particulière d'être au monde. Donc on parle d'identification. Donc les parents vont se dire une fois que j'aurai l'identification, en fait ça va être bon. Donc on va aller faire les tests, on va aller passer les examens nécessaires, etc. Et puis ils ont le verdict et puis ils savent toujours pas quoi faire de ça. Ok, donc le fait de comprendre que notre enfant a une particularité, une manière d'être au monde qui lui est propre, et qui appartient quand même à 2,5% de la population, hein, selon les différentes statistiques, ne suffit pas à se sentir et compétent et pertinent dans sa parentalité. Donc ce sont ces parents-là qui arrivent à vous. Ce sont des parents qui sont en doute, qui sont en tension constante, qui sont réactifs, impliqués, épuisés, et qui aussi ont une attente implicite très forte envers le professionnel. Parce que quelqu'un qui arrive dans cet état-là vers vous, il attend que vous le soulagiez et que vous le soulagiez rapidement. Et ça, c'est un des défis qu'on a quand on est professionnel auprès de familles avec des enfants à haut potentiel, c'est qu'ils arrivent toujours dans une urgence. Encore en 2026, j'espère et j'œuvre peut-être avec vous pour que les choses se passent différemment, mais en tout cas, encore en 2026, on est gêné comme parents d'aller demander de l'aide parce que notre enfant est à haut potentiel et qu'on est en difficulté. Pourquoi ? Parce que les clichés sur le haut potentiel, cet enfant surdoué qui passe le bac à 14 ans, qui a l'oreille absolue, qui joue du violon comme un virtuose, etc., est malgré tout encore très présente dans nos sociétés. Et donc, les parents se disent « je devrais me sentir chanceux de ça ». C'est un plus. Et en vrai, c'est un plus. On ne va pas se mentir, d'accord ? Moi, j'ai travaillé avec des populations qui souffraient de déficit intellectuel, avec troubles associés, etc. Bien sûr que c'est plutôt plus facile d'avoir un haut potentiel, évidemment. Mais il n'empêche que ça vient avec des défis qui, comme parents, quand on a fait le projet d'avoir un enfant, quand on a mis en route ce projet-là, c'est pas ce projet-là qu'on avait en tête. Alors, c'est jamais le bon projet, hein. Les parents d'enfants neurotypiques vous diraient, moi non plus, hein, entre le plan que je m'étais mise et puis ce qui est arrivé, c'est pas non plus ce qui s'est produit exactement. Bien sûr, toujours. Mais avec un enfant à haut potentiel, c'est encore plus différent parce que les parents ont la sensation, le sentiment de ne pas avoir les repères. Le repère de l'évolution de cet enfant, ça va être des enfants qui, typiquement, vont parler très tôt très bien, ou qui vont parler très tard, mais très bien aussi. Ils vont rarement passer par le langage bébé. Ils vont sauter des étapes dans leur évolution très souvent, pas tous les mêmes et pas tous au même moment et pas tous les mêmes étapes, hein, c'est là où je mets de la nuance. Mais en tout cas, ce sont des enfants qui ne vont pas suivre un rythme de développement similaire aux enfants neurotypiques, qui, eux, apprennent et progressent étape par étape. Un enfant au potentiel, souvent, a le langage très en avance et une qualité de langage aussi et de vocabulaire très en avance, mais il va peut-être attendre 7 ans pour arriver à faire du vélo parce qu'au niveau psychomote, ça ne marche pas aussi bien. Ok ? Donc, on va chercher du trouble, on va chercher tout un tas de choses, alors que juste dans son mode de développement à lui, toute son énergie a été mise sur le langage parce qu'il a compris que auprès des adultes, etc., pour tout un tas de raisons, la zone du langage est plus satisfaisante rapidement pour lui.
mais il aura complètement délaissé, malgré lui, c'est pas un choix conscient, hein, il aura complètement délaissé malgré lui tout un tas d'autres apprentissages qu'il rattrapera plus tard. Donc on n'est pas dans une évolution qui est comme ça linéaire, comme où on peut se repérer, ah c'est normal que mon enfant marche à tel âge, parle à tel âge, fasse du vélo à tel âge, apprenne à écrire à tel âge, quand l'école vient rajouter à ça, hein, de ce que les enfants seraient censés savoir faire à tel ou tel âge, ben ça marche pas avec des enfants à haut potentiel. Donc forcément, vous imaginez que pour les parents, c'est une perte de repère totale. OK? Donc comme professionnel, on a besoin de comprendre tout ça. On va aussi devoir comprendre que les parents d'enfants à haut potentiel se sentent souvent jugés, puisque dans nos sociétés actuelles, et de manière variable, on oscille entre une éducation qui voudrait prendre en compte en permanence les besoins de l'enfant, etc., etc. Et c'est une très bonne chose, hein, je le redis, pardon pour ceux qui étaient là ce matin, mais je le redis, c'est plutôt une bonne chose. Et une éducation autoritaire où c'est le parent qui va décider de tout. C'est les modèles qu'on a, nous. Bah, pourquoi? Parce qu'on devient parent avec l'éducation, on construit notre parentalité avec l'éducation qu'on a nous-mêmes reçue. Donc on va prendre ce que nos parents nous ont transmis, mais on va prendre aussi ce que la société attend de nous. On va prendre des petits bouts un petit peu partout, et puis ça va donner le parent qu'on est aujourd'hui. Sauf qu'avec un enfant au potentiel, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas, puisque les attentes de l'enfant par rapport à son parent sont bien différentes. OK? Donc ça mène les parents vraiment à douter énormément d'eux, à être en véritable détresse, et même à se sentir coupable de ne pas arriver à exercer une parentalité qui soit satisfaisante pour eux et épanouissante pour leurs enfants. Est-ce que vous reconnaissez des profils de parents que vous quelqu'un a levé la main? Alors n'hésitez pas. Oui, Ah oui, c'est toi, pardon, Oui. c'est vous, Nathalie. Non, mais je voulais dire, non, on peut se tutoyer, c'est pas grave. Je veux dire, là, je me positionne pas comme parent, mais j'ai partagé quelque chose ce matin. Et moi, j'attendais en fait des professionnels une écoute et un soutien, mais un soutien de médiateur, d'accord? J'avais moi qui venait d'un milieu quel qu'il soit, avec déjà la caisse de résonance de qu'est-ce que c'était être HPI. Et contrairement sur un point, je sais que le HPI il est quand même considéré sur les TND par un trouble. C'est quand même un trouble quelque part, puisque on l'identifie souvent dans les troubles de l'apprentissage, mais on va vite certains vers le spectre de l'autisme. Donc ça, pour moi, ça reste quand même un trouble qui peut apporter beaucoup de choses bénéfiques, même si c'est pas forcément. C'est un trouble de la personnalité qui peut être. Les gens ils se disent, je vois pas en quoi HPI ça serait un trouble. Mais bon, ça c'est un grand débat qui c'est pas le sujet. Et de l'autre côté, j'avais quelqu'un qui était un formateur, qui apprenait des choses, qui transmettait son savoir et qui ne dérogeait quasiment jamais de ce qu'il avait appris, de ce qu'il lui enseignait. De ce fait, il se plaçait comme un parent pédagogue. Et ça s'arrêtait là. Autoritaire, ferme. Et quand il aurait dû être rigide, il n'était pas, et moi je l'étais. Et on ne trouvait pas d'équilibre dans la parentalité. Et en plus, l'enfant dont je parle était HPI, et c'était le premier qu'on avait ensemble qui était HPI, que j'élevais à temps plein. Et on n'a pas, je pense, su formuler aux professionnels l'attente qu'on avait vraiment, parce qu'on n'était pas reçus vraiment ensemble, on se séparait, on était reçus plutôt individuellement, et on n'avait pas les mêmes attentes. Et je me remarquais que les professionnels allaient plus spontanément vers le pédagogue, parce qu'ils y retrouvaient plus un mode de fonctionnement qu'ils comprenaient, qu'ils appréhendaient. Et j'ai voulu regarder pour me lancer moi en deuxième activité sur ce sujet. Alors en prenant aussi, je suis allée faire du bénévolat avec des autistes, des petits autistes, enfin un petit autiste pas encore scolarisé. Je dis, je ferme la porte, ce ne sera pas pour moi. Il faut qu'il soit scolarisé. Mais c'est important de se poser des limites. Je me dis, qu'est-ce que nous, quand on se positionne sur un marché du professionnel, alors il y a des gens qui sont dans des institutions, ils ne dérogent pas à des règles, à des choses. Comment on identifie les attentes des parents qui viennent nous solliciter? En fait, c'est ça. Comment on identifie les attentes? Et si on a deux parents qui n'ont pas les mêmes attentes, comment on peut répondre à des attentes différentes pour le même enfant? C'est ça ma question.
Oui, merci Nathalie de cette question. C'est une question qui revient très souvent, en tout cas sur la différence de dynamique dans le couple parental. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard si vous voulez bien. N'hésitez pas à me le rappeler si jamais la question saute de ma mémoire, mais à mon avis, je vais la garder parce que c'est une question qui revient souvent. Mais votre question est intéressante sur comment on identifie les attentes de la famille. Et justement, je vous en parle un tout petit peu plus loin, si vous voulez bien. J'aimerais juste terminer un petit apport important pour comprendre la suite pour toutes les personnes qui nous écoutent. Mais bien entendu que je vais y revenir un petit peu plus tard, hein, si vous voulez bien, Nathalie. Donc, les familles à haut potentiel, elles ont des dynamiques familiale spécifique. Ça rejoint un petit peu ce que nous partageait Nathalie, justement. Ça va être des rythmes qui sont accélérés, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, une pensée rapide, une pensée très rapide, fulgurante, on dit même, une émotion intense, une anticipation constante. Et c'est vraiment ce que je vous expliquais, c'est vraiment une manière d'être au monde différente de la majorité de la population. Ça ne veut pas dire que ce sont des enfants, des familles ou des parents qui sont en dehors ni de la société, ni de l'humanité, ni de rien de tout ça. Ils sont même probablement très proches des fonctionnements des neurotypiques, mais ils ont une manière d'être au monde, de concevoir le monde, de percevoir le monde qui est différente des autres parents qu'on accompagne généralement. Et ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer quand on veut accompagner ce type de famille, parce que si on se positionne depuis un référentiel de parentalité classique, on passe à côté justement de cette différence de perception du monde, de compréhension du monde, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important à avoir en tête. Ensuite, c'est aussi comprendre que dans le système familial avec un enfant HP, il y a une porosité émotionnelle qui est très élevée. Il y a des vases communicants permanents entre le monde émotionnel, mais pas uniquement en vrai, mais on va se parler ici davantage du monde émotionnel, entre le monde émotionnel des parents et celui des enfants. Et quand je parle de porosité, je parle vraiment de ce va-et-vient entre les deux. Il ne s'agit pas uniquement du parent qui aurait une influence sur l'enfant. L'enfant a aussi une influence sur le parent. On sait aujourd'hui, en tout cas, les professionnels comme moi qui accompagnent les parents d'enfants à haut potentiel depuis longtemps observent, il n'y a pas encore d'études très, très calées là-dessus, mais dans nos observations cliniques, on observe qu'en général, les parents d'enfants à haut potentiel qui demandent de l'aide, il y en a toujours un des deux qui est au potentiel aussi, dans ceux qui demandent de l'aide. J'ai pas de référentiel sur ceux qui ne demandent pas d'aide, mais en tout cas, dans ceux qui demandent de l'aide, mes collègues et moi, on arrive à observer ça. Et donc, il y a cette hypersensibilité conjointe qui déteint sur l'un, qui déteint sur l'autre. Donc, il y a vraiment cette porosité émotionnelle qui est élevée et qui explique pourquoi on ne peut pas accompagner un enfant sans accompagner son parent. Parce que si je ne fais qu'accompagner l'enfant, alors ce que je vais mettre en place avec l'enfant va peut-être fonctionner dans ce cadre-là, dans cet espace-là, avec moi comme garante de ce cadre. Mais dès que l'enfant va se retrouver en situation familiale, il va être face à des adultes référents qui n'ont pas le même cadre, qui n'ont pas le même référentiel, qui n'ont pas la même disponibilité peut-être. C'est pas qu'ils sont moins bien, c'est juste qu'ils sont autres. Avec leurs préoccupations quotidiennes, d'organisation, etc. Et les parents vont dire, en fait, ça ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que ça nous montre que pour qu'il y ait un réel impact éducatif sur un enfant à haut potentiel, alors on ne peut pas faire l'économie d'aller regarder la posture du parent. C'est ce dont on se parlait ce matin dans l'atelier parents. Vous l'aurez donc sur la chaîne YouTube du festival si ça vous intéresse d'aller le réécouter. Mais en tout cas, c'est pour vous expliquer ça, c'est pour vous expliquer que travailler avec l'enfant uniquement avec lui sans faire un travail systémique avec la famille, dans mon expérience avec des enfants à haut potentiel, c'est vraiment voué à l'échec en permanence. Il va y avoir aussi, dans les personnes que vous accompagnez quand elles sont à haut potentiel, des mouvements de projection qui vont être très forts. Comme tout est intense, vous allez avoir les mêmes mouvements de projection qu'avec d'autres personnes que vous accompagnez. Mais ici, il y a cette intensité relationnelle
qui est beaucoup plus intense. Pourquoi? Parce qu'on observe, les études l'ont démontré, que pour une personne à haut potentiel, tout passe toujours par l'affectif, tout le temps. C'est vrai quand ils sont enfants, c'est encore vrai à l'âge adulte. Donc si comme professionnel, vous ne parvenez pas d'abord et avant toute chose à créer une relation de confiance avec le parent, alors vous n'arriverez pas à l'aider à dépasser ce qui le bloque, ce qui le gêne, ce qui le dérange, ce qui entrave son bien-être, etc., etc. Et par ricochet, à accompagner son enfant d'une manière qui soit satisfaisante pour elle et pour l'enfant. OK? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Pour une personne à haut potentiel, tout est toujours affectif. Et ça, comme professionnel de la relation d'aide, c'est un truc qui vient nous titiller. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, peut-être vous prendrez la parole tout à l'heure les uns les autres, je ne sais pas de quelle formation est-ce que vous êtes, mais moi je suis formée éducatrice spécialisée. Et puis j'ai accompagné de nombreux professionnels jusqu'à maintenant et tous me partageaient la même chose, c'est-à-dire que on en est encore en 2026 dans nos formations de base d'apprentissage de nos métiers, à mettre la relation comme quelque chose de tabou et d'interdit dans la relation d'aide. Comme si le fait de ressentir de l'empathie, comme si le fait d'être... oui, c'est vraiment cette notion d'empathie et de partage réel, de souci réel de l'état d'être de l'autre, etc., était quelque chose qui venait mettre un frein à la relation d'aide et qu'il fallait avoir cette fameuse distance relationnelle avec les personnes qu'on accompagne. J'ai été formée comme ça, de nombreux professionnels que j'ai accompagnés, que j'ai guidés, ont eux aussi été formés comme ça. Sauf qu'il me semble qu'en 2026, c'est complètement obsolète parce que ce que les gens ont davantage besoin, c'est d'humanité et pas d'experts en blouse blanche qui vont leur expliquer comment est-ce que eux voient le monde et qui vont vouloir faire plier les autres à leur vision du monde. On a vraiment besoin de professionnels qui soient encore plus humains qu'ils ne l'étaient avant. Et non, la relation d'aide et le véritable intérêt pour le vécu du parent, de l'enfant, de la dynamique familiale n'est absolument pas un empêcheur de quoi que ce soit. Je le vis avec de nombreuses familles que j'accompagne depuis ces 5 dernières années. Je suis très impliquée. Je suis très engagée, je suis très empathique, je suis très à l'écoute et je suis aussi très professionnelle parce que j'ai un cadre d'accompagnement qui est défini, j'ai une posture dans mon accompagnement qui est définie, qui n'empêche pas l'empathie, la compassion, le soutien émotionnel, etc., etc. Et quand vous comprenez que pour des parents ou des enfants à haut potentiel, tout passe toujours par l'affectif et par la relation, si vous loupez ce coche-là, vous n'obtiendrez pas la collaboration des personnes que vous voulez accompagner. Et ce qui est gênant, c'est pas de perdre une personne qui va suivre votre accompagnement. En vrai, quand on fait ce métier-là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui est gênant, c'est de se dire, je ne vais pas avoir les moyens de la guider, de l'accompagner comme j'aimerais pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de, avant toute chose, avant de proposer des outils, des stratégies, tout ce que vous voulez dans vos pratiques, votre mallette à outils, c'est ce que j'appelle votre boîte à outils. Avant de sortir votre boîte à outils, prenez le temps nécessaire à créer une relation de confiance. Et ça ne se fait pas en une séance de 45 minutes. Dans les mentorats que je mets en place pour les professionnels de la relation, on travaille sur cette question de comment est-ce que je crée une relation de confiance avec des personnes au potentiel, des parents au potentiel, d'enfants au potentiel, etc. Parfois, c'est le premier mois d'accompagnement où on n'a encore pas sorti de boîte à outils parce que tant que le parent ne se sent pas entendu, comme le disait Nathalie tout à l'heure, reconnu dans ses difficultés, qu'on n'a pas exploré avec lui ses attentes, qu'on n'a pas compris profondément la systémie familiale, en vrai, on est incompétent pour les accompagner. C'est vraiment cette question de posture qui est que soit je suis ce professionnel qui, avec mon bagage, mon savoir, mes outils, ait la croyance qu'en les transmettant, ça va suffire, entre guillemets, et souvent on le fait avec de bonne foi, hein, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas en train de le faire en se disant on s'en fout, non, on pense vraiment que ça va suffire, mais on se rend compte régulièrement que cet outil, il ne fonctionne pas dans cette famille-là,
On en donne un deuxième, il fonctionne toujours pas. Qu'est-ce que ça fait pour nous comme professionnels? On se sent pas compétent. On a l'impression qu'il faut qu'on ait encore plus de formation. On va aller se former sur d'autres techniques pour pouvoir donner encore d'autres outils. Et finalement, vous vous épuisez à aller chercher de la formation, de la formation, de la formation, des outils, des outils, des outils. Et on en oublie le cœur de notre métier, quels que soient vos métiers, qui est la relation. On appelle ça des professionnels de la relation d'aide. Ça veut dire de revenir à l'essentiel, arrêtez d'aller vous former à 1500 outils, sauf si vous êtes HP et que tout vous intéresse et que c'est un plaisir personnel, mais pas dans l'idée de vous sentir meilleur professionnel. Ce qui fait de nous des professionnels de qualité pour les parents, c'est notre capacité à créer une relation de confiance avec eux, avant tout. Nathalie vous l'a exprimé tout à l'heure, elle disait comment est-ce que je tiens compte des attentes et des besoins de la famille qui vient me voir? Eh bien, comme ça, en prenant le temps avant tout d'écouter, d'explorer. Moi, j'aime bien cette idée d'être un enquêteur. J'adore me mettre dans la peau d'un enquêteur et de me dire, OK, nouvelle famille, nouvelle personne. Qui sont ses parents? C'est quoi leur parcours? C'est quoi leur histoire? C'est quoi leurs valeurs? Qui est cet enfant? Au potentiel, très bien, mais ça s'exprime comment? C'est quoi sa personnalité, son caractère? J'ai besoin d'avoir tous ces éléments-là avant de pouvoir proposer un chemin aux parents qui respectent qui ils sont et qui vise un objectif qui est OK pour le parent. Sinon, je suis celui qui sait et je vous assure que c'est pas ce que les parents attendent de vous et en plus, ça marche pas. Ça n'aide personne, ça. Donc, c'est vraiment remettre la relation au cœur de vos accompagnements. Ce sont bien sûr que parfois, comme cette attente relationnelle est très forte de la part des parents d'enfants au potentiel et des enfants aussi, hein, on peut avoir peur d'un risque de confusion des rôles. On peut avoir peur que, puisqu'il faut que je m'implique dans la relation, finalement, il n'y a plus le professionnel et le parent. Et puis peut-être que moi, je suis moi-même au potentiel, que je suis moi-même hypersensible et que j'ai la sensation que si je m'implique trop, je vais aller me brûler et que j'arrive plus à faire la part de ce qui est mon travail, de ce qui n'est pas mon travail, etc., etc. Et on peut avoir peur de ça. Ce qui va être important à ce moment-là, ça va vraiment être de vous dire, votre posture et le cadre qui doit vous protéger comme professionnel, il ne se trouve pas là. Quand vous êtes face à une famille, le job, c'est de créer de la relation avec la famille, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Si vous sentez des fragilités dans cette posture-là, c'est tout à fait OK. Simplement, ça se travaille ailleurs. Ça se travaille dans des espaces où on peut réfléchir à ça, où on peut réfléchir, OK, quelles sont mes ressources dans ces situations-là? Comment est-ce que je peux être tout aussi impliquée sans être en position de vulnérabilité? Quel est le cadre que j'ai défini dans cet accompagnement-là et qui vient me protéger aussi? Donc, vous voyez que ce sont deux choses qui sont différentes. Je vais regarder parce que j'ai vu qu'il y avait un message. Je suis en M2 de psycho et me spécialise dans l'accompagnement des personnes et familles ayant un ou plusieurs TND. Détecté HPI, j'ai dû beaucoup travailler sur cette étiquette. Je me demandais de ce fait comment travailler au mieux cette annonce de la particularité de développement. Ah, ok. Ok, c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Moi, j'avais envie de compléter parce qu'au contraire, la famille à laquelle je pense, là, ils ne veulent pas faire de diagnostic parce qu'ils ne veulent pas d'étiquette. Donc, il y a cette peur un peu de l'étiquette et comment Absolument. on peut accompagner Absolument. Ça. Oui, absolument. Donc, Hugo, est-ce que vous voulez prendre la parole pour expliquer un petit peu Ah, mon micro ne marche pas, je viens de voir. Ok, donc il y a la question de travailler l'annonce et puis la question de qu'est-ce que je fais quand ils ne veulent pas aller jusqu'à l'identification. C'est ça, Camille, hein? Oui, c'est ça, même s'ils ont aussi, et c'est vrai que je me retrouve dans ce que vous dites par rapport aux familles aussi, c'est-à-dire que les familles aussi sont allées lire plein de livres, ont fait plein de recherches, mais malgré tout, voilà, est-ce que cette étiquette ou cette annonce ou cette recherche, ce bilan, est-ce que c'est une étape qu'on peut accompagner et comment?
Ok. Pour répondre à vos deux questions qui finalement vont l'une à contrario de l'autre, mais dans la réponse, les deux peuvent se travailler évidemment. Pour répondre à Hugo d'abord, travailler au milieu de cette annonce, puisque j'aime beaucoup quand vous dites les parents viennent chercher des réponses, ok. Et l'identification, on ne parle pas de diagnostic, hein, on parle d'identification du haut potentiel. L'identification du haut potentiel, c'est comme s'ils étaient dans cette attente de « Ah, maintenant je sais et les choses, le monde va commencer à être beau ». On sait que souvent, eh bien, ça vient mettre de la lumière sur des zones d'incompréhension pour eux jusqu'alors, oui, mais ça vient soulever énormément de questions. C'est très déstabilisant pour des parents. Comme je vous l'ai dit, c'est fréquent qu'il y ait ce double effet qui se coule de « on est en train de me parler de mon fils, mais je suis en train de me rendre compte qu'on parle aussi de moi et de comment j'étais enfant, et ça vient aussi éclairer mon parcours de parent ». Et donc, ça vient avec encore plus de questions souvent. Et comme professionnel, je dois avoir l'humilité de reconnaître que je n'ai pas les réponses. C'est amusant, alors c'est amusant, passez-moi l'expression, mais parce que vous m'expliquez ici des choses que tous les pros que j'ai accompagnés m'ont toujours dit au début des accompagnements, donc c'est amusant. La peur de ne pas avoir les bonnes réponses. Et je vous rassure d'un truc, vous n'êtes pas censé les avoir, hein. Vous n'êtes pas censé avoir les réponses, puisque les réponses, elles vont se construire en collaboration avec la famille pour construire quelque chose qui corresponde pleinement à cette personne, avec son histoire, son vécu, son parcours, ses valeurs. Toutes les familles n'ont pas les mêmes valeurs. Si vous accompagnez, je suis sûre que c'est le cas, comme c'est mon cas, des familles qui ont des cultures différentes, des religions parfois différentes, etc., etc. On n'a pas tous... Il y a des choses importantes pour certains qui ne le sont pas pour d'autres, etc. Et il n'y a pas une bonne réponse à tout ça. Donc, ça veut dire déjà peut-être, Hugo, que les incompréhensions ou les questions que ça vient soulever chez les personnes que vous accompagnez peuvent être pour vous un point de départ super intéressant pour dire, eh ben justement, c'est ce qu'on va co-construire ensemble, ces réponses. Et c'est là qu'on peut créer de la collaboration avec la famille pour dire, c'est justement à partir de maintenant que on va prendre chacune des questions que vous vous posez, chacune des situations conflictuelles ou difficiles que vous vivez, et on va construire ensemble quelque chose qui puisse répondre à tout ça. Mais avant de l'avoir construit, je n'ai pas d'idée de ce que ça va être. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et puis, pour vous répondre à vous, Camille, sur, au contraire, une famille où vous identifiez les signes de haut potentiel possibles. Voilà, le téléphone sonne, du coup, tout a sauté. Je vous retrouve, vous revoilà. Vous identifiez, ou ça vous met la puce à l'oreille sur ça, ça parle quand même d'un fonctionnement qui pourrait être un fonctionnement en lien avec le haut potentiel. Et la famille vous dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout de le savoir et j'ai pas envie qu'il ait cette étiquette parce que c'est compliqué à porter, pour des raisons qui appartiennent aux gens, hein, en vrai de vrai. Là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Ça ne devrait pas être un frein pour vous dans le sens où, encore une fois, ce qui compte, c'est comment vous allez accompagner cette famille-là avec cet enfant-là. Si vous avez en tête que quand même tout ça, avec votre expérience professionnelle, avec votre référentiel, peut-être avec des accompagnements que vous suivez, peut-être avec des formations que vous avez suivies, des lectures ou je ne sais quoi, vous vous dites il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, eh bien, vous allez co-construire de la même manière avec cette famille, au regard de ses difficultés, au regard de qui est cet enfant, et le chemin que vous allez proposer va être tout aussi pertinent. À partir du moment où on s'intéresse à l'individualité et à la singularité d'une famille, qui regroupe différentes individualités, on ne peut jamais être à côté, puisqu'on reste focus sur qui sont ces gens-là. Bien sûr que si on a l'identification, alors à ce moment-là, nous, on a un élément de compréhension supplémentaire, nous, comme professionnels, dans lesquels je vais pouvoir transmettre une meilleure compréhension de certaines situations, travailler certaines postures que je sais plus impactantes
qui répond davantage à des besoins d'un enfant au potentiel, etc., etc. Mais je peux le faire même si je n'ai pas l'étiquette. Dans mes accompagnements, j'ai accompagné beaucoup de familles. Je disais ce matin, je crois que j'ai accompagné 600 familles en 4 ans, puisque je regroupe des espaces en ligne, des espaces de formation en ligne, des espaces d'accompagnement avec moi directement, en groupe, individuel, etc. Et pour les professionnels de la même manière. Certains parents arrivent à moi sans l'identification, mais à la lecture de ce qu'ils ont vu sur mon site, de ce qu'ils m'ont entendu dire dans des espaces comme celui-ci, dans le festival, dans celui-là, dans d'autres, ils se disent quand même, ça me parle tout ça. Ils me demandent un accompagnement en me disant, je ne sais pas si mon fils est concerné, je ne sais pas si je suis concernée, mais tout ça, ça me parle quand même. Eh bien, on part de là. Et en vrai, hein, c'est ce que je disais aussi ce matin, je n'ai jamais rencontré de famille à qui ça parlait, cette question du haut potentiel, de cette autre manière d'être au monde, et qui, au fil de l'accompagnement, n'est pas soit décidé d'aller faire l'identification parce que l'enfant en faisait la demande souvent, ou parce que l'école en faisait, enfin pour différentes raisons, mais ça s'est toujours avéré que oui, c'était bien le cas. Un parent ne se trompe pas. Une autre donnée qui est importante pour vous aussi, et qu'on oublie, je trouve, parfois, c'est que le parent est toujours l'expert de son enfant. C'est lui qui sait mieux que nous, hein. Nous, on a la théorie, on a l'expérience, la pratique professionnelle, la pratique de terrain, etc. Mais je ne suis pas spécialiste de cet enfant-là. C'est son parent qui est spécialiste de cet enfant-là. Alors oui, parfois, le parent, il va avoir une vision parfois erronée de compétences qu'il pensait que son enfant avait, puis que finalement il n'a pas, de causes réelles de tel ou tel comportement, et puis finalement, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est mon job d'aller l'aider à remettre de la clarté, à sortir de certaines croyances, à lui permettre de changer de regard sur différentes choses. C'est ça mon job. Ce n'est pas de lui dire, votre enfant, il est à haut potentiel, et donc il fonctionne comme ci ou comme ça. Ok, ouais, Hugo, je vois que ça vous a éclairé. Merci de votre retour. Camille, ça vous éclaire aussi? Oui, merci. Ok, super. Donc, quand on rentre pas, quand on n'accepte pas comme professionnel de se dire, ok, en 2026, face à un public de haut potentiel, de quoi ont vraiment besoin les gens? Et c'est amusant parce que Nathalie nous l'a crié tout à l'heure, de quoi elle a besoin. Elle a besoin d'être entendue avant tout, d'être considérée, d'avoir une place à part entière dans l'accompagnement. Si je fais pas ça et que je me dis, ok, je me forme à plein de trucs, j'ai plein d'outils, je dégaine mes outils, etc., eh bien, je vais être perçue comment par le parent? Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Par un parent d'enfant au potentiel, vous allez vite être perçu comme ce qu'il attend la première fois qu'il vient vous voir, c'est-à-dire un sauveur. Chaque parent qui fait la démarche compliquée, parce que gardons en tête que c'est une démarche qui est compliquée, qui fait la démarche parfois compliquée de venir demander de l'aide et du soutien à un professionnel, attend qu'on lui donne une baguette magique. On se le disait ce matin, hein, c'est légitime quand on vit des situations aussi intenses, aussi mobilisante, c'est légitime d'avoir envie de se dire, ok, donnez-moi le truc qui va sauver la situation, je prends, et j'ai pas envie de réfléchir plus que ça. Donc la première attente, c'est celle-ci. Si je donne des outils, quel que soit mon domaine d'expertise, quels que soient les outils que j'ai, j'entretiens chez le parent l'idée que je vais être le sauveur ou la sauveuse qui est en capacité de lui donner les outils pour résoudre sa situation. Ok ? Je vais me positionner, moi, comme dans une figure parentale réparatrice. Je vais vous dire que vous faites tout bien, mais que juste vous n'avez pas les outils et que c'est pas grave, regardez avec tel outil. Et donc, je vais sortir de c'est le parent qui fonctionne pas correctement pour reporter à c'est l'enfant qui a un problème. Et du coup, j'oscille en permanence entre soit j'ai une stratégie qui positionne le parent comme étant un parent pas suffisamment bon, comme le dirait Winnicott, mais un parent défaillant qui a des choses à apprendre et qui donc est défaillant, soit c'est l'enfant qui est défaillant. Moi, ce que je vous propose ici, c'est de réfléchir ensemble et de se dire, et si aucun des deux n'était défaillant? Et si ce dont les gens avaient besoin en 2006, on l'a dit, hein, c'est d'abord un besoin d'humanité, un besoin de rencontrer d'autres êtres humains,
Et si on se positionnait juste comme étant... Alors, j'aime bien parler de guide, mais je sais que parfois, il y a un aspect spirituel qui peut être dérangeant. Alors, entendez bien que ce n'est pas du tout ma façon de considérer ce terme de guide. C'est celui qui tend la main et qui accompagne sur le chemin. Et qui dit, OK, pour l'instant, vous ne savez pas, je ne sais pas non plus. On va œuvrer ensemble, on va chercher ensemble, on va travailler ensemble. On va éclairer des zones d'ombre, on va aller regarder des croyances, on va aller regarder comment on pourrait faire autrement que ce qui est fait aujourd'hui pour voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Alors, quand je suis dans ce positionnement-là, je redonne à chacun sa responsabilité. Je redonne aux parents la responsabilité de modifier sa posture, de travailler sa posture pour qu'elle soit plus alignée avec les résultats qu'elle a envie d'obtenir, mais aussi plus alignée avec elle-même quand on est parent d'un enfant à haut potentiel. Je vais redonner à l'enfant sa responsabilité et son choix de comportement. C'est-à-dire que je ne vais pas être en train d'essayer de modifier l'enfant. Je vais modifier personne, en fait. Je vais aider les personnes à avoir plus de conscience sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils font pour faire des choix qui soient plus conscients. OK? Alors, je vois que j'ai un message, je vais aller le lire. Sauveur au sens parent nourricier au lieu de l'adulte raisonné. C'est ça. C'est parents nourriciers, mais c'est aussi cette figure réparatrice, quoi, comme une autorité qui viendrait valider que le parent fait tout bien et qu'il a rien à modifier. En vrai de vrai, mais dans nos sociétés, c'est encore un truc que j'observe, c'est encore quelque chose qui n'est pas toujours simple, mais quand on est un être humain, on vit des situations nouvelles et être parent, c'est souvent une situation nouvelle. On n'a jamais été parent avant d'être parent, ok? Il n'y a pas de mode d'emploi du bon parent qu'on aurait appris. Ça se vit pas de cette manière-là. Et donc, c'est une expérience. Je fais l'expérience d'être parent de cet enfant-là pour la première fois. Quand il a 2 ans, c'est la première fois que je suis parent de cet enfant-là, il a 2 ans. Quand il a 3 ans, c'est la première fois que je suis ce parent-là et que cet enfant a 3 ans. D'accord? Tout est une suite d'expériences. Et c'est tout à fait normal que j'ai besoin d'apprendre de chacune de ces expériences. Je suis en apprentissage permanent de ma parentalité. Donc, le positionnement que je vous invite à avoir dans vos accompagnements auprès de parents d'enfants à haut potentiel, qui ne soit pas culpabilisant justement, qui ne soit pas stigmatisant autour de la question du haut potentiel, c'est justement ce positionnement qui dit, vous êtes en train de vivre des expériences, on va les décortiquer ensemble, on va essayer de mettre de la clarté pour voir si le choix que vous aviez fait, vous l'assumez, c'était le bon pour vous, et ben continuez donc comme ça. Ou il n'est pas satisfaisant et regardons ce que vous pourriez faire autrement une prochaine fois. Vous comprenez que c'est même pas l'adulte raisonné, c'est l'adulte conscient, j'ai envie de dire, responsable, conscient que à chaque fois que je fais un choix et non, comme parent, je suis jamais sûre que c'est le bon. C'est le jeu de la parentalité. Mais ce qui peut me rassurer, c'est par contre de me dire, au moment où j'ai fait ce choix, j'étais conscient des conséquences et j'étais prête à les assumer. Ça, c'est un choix d'adulte, responsable. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur toutes ces choses-là? N'hésitez pas à lever la main, à m'écrire. Comment ça résonne pour vous, tout ça? Ça ne résonne pas. Alors, peut-être êtes-vous en train d'écrire. Si vous avez envie, si quelqu'un a envie d'ouvrir son micro, n'hésitez pas à le faire et à partager avec nous, votre ressenti par rapport à ce que je vous partage là. Est-ce que pour certains d'entre vous, par emoji par exemple, c'est peut-être plus facile pour vous, est-ce que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose vers lequel vous tendez dans votre accompagnement déjà aujourd'hui? Ou c'est quelque chose où vous vous dites, je ne savais pas que j'avais le droit de faire comme ça? Ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Nathalie, venez à mon secours, ou Marilyn, ou Delphine, Sylvia. Alors, je vais venir à votre secours, mais je vais venir à votre secours, c'est pas HPI. Moi, je me suis dit que dans la transcendance de notre pyramide de Maslow,
je voulais aider des enfants qui parfois vont s'enfermer dans des situations et plutôt petits, avant les 10 ans, et où on n'arrive pas à déterminer s'ils sont dans de l'autisme. Alors, ceux qui sont vraiment très autistes, je ne sais pas faire. Et je me dis, comment on peut aider les parents? Je fais du bénévolat, je suis allée dans une famille, je connaissais personne. La maman m'a dit, je viens pour jouer 1 heure avec un enfant autiste, et je me suis dit, j'ai vu les débordements de l'enfant, et je me suis dit, comment je peux aider la maman, parce que je ne vais pas revenir. Et qu'est-ce que c'est mon rôle d'accompagner? Qu'est-ce que c'est mon rôle de dire, je ne suis pas juste venue me dire, bah, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Et en fait, c'est ça que je me dis au niveau des démarches de ce que vous faites. Vous êtes des professionnels depuis très longtemps. Moi, je démarre cette réflexion de me dire, est-ce que je peux me positionner comme aidante dans un titre professionnel et d'en exercer une fonction professionnelle et lucrative? Qu'est-ce que, même si on est en échec, on apporte à l'autre? Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de dire, comme vous disiez, on n'a pas pris les bonnes décisions, on est en échec, mais qu'est-ce qu'on a apporté? Qu'est-ce qui a été satisfaisant dans la relation qu'on a eue? Ou est-ce qu'on a fait sur le chemin plat des petits cailloux, ou la montagne à grimper? On en est où? On en est où? Est-ce qu'on a trouvé un chemin où, de toute façon, on est moins épuisé, on se repose mieux, on vit mieux la situation, et du coup, on a apporté un confort de vie. Il n'y a pas de solution, mais il y a un confort de vie. Oui. Je crois que c'est là le rôle, enfin ma façon de voir cette fonction, c'est d'apporter un confort de vie, même si on n'a pas toutes les bonnes solutions. Ok. Moi, ce qui me semble intéressant dans ce que vous partagez là, c'est qu'en effet, il y a des professions réglementées, éducatrices spécialisées, psychologues et autres. Il y a des diplômes d'État qui valident une formation et qui autorisent malgré tout certaines interventions. Si vous êtes animé par cette envie-là, ce qui est quelque chose de très noble, moi j'aimais bien ce que vous disiez au début, c'est-à-dire quel est le besoin des gens. Quand vous dites, j'ai fait cette expérience avec un jeune enfant porteur d'autisme, bien sûr que des enfants porteurs d'autisme, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur les caractéristiques spécifiques d'un enfant autiste, sur les besoins spécifiques de cet enfant, etc., et que ça nécessite une formation autour de cette question-là. Mais si je ne l'ai pas, et que je veux quand même me positionner comme soutien dans des familles, alors en effet, jouer 1 heure, je vous entendais dire ça et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai connu ça, jouer 1 heure avec un enfant autiste, vous ne savez pas le bien-être que vous avez apporté à cette maman. Mais juste en jouant 1 heure avec lui. Pourquoi? Parce que pendant 1 heure, elle n'a pas eu à se soucier de s'il était en train de se mutiler, de se faire mal, de se mettre en danger, etc., etc. Pendant 1 heure, vous lui avez permis de faire une pause dans sa charge mentale. Alors, juste, je vais faire un petit coup de pub, mais je me suis formée avec une association qui s'appelle Hyper Super. Ok. Mais il y a toute une partie sur la prise en charge des CMPP, tout ça, j'ai pas un super bon niveau. Tout le reste de comment appliquer le soin, puisque c'est prendre soin, en fait, c'est un soin. J'avais plus que niveau, c'était bien, c'était réussi, mais je me dis, il y a la théorie, il y a la pratique, et puis il y a en fait l'engagement. Parce que quand on fait un accompagnement, jusqu'où on est capable de s'engager? Est-ce que parfois il faut savoir se désengager d'une famille? Et comment? Bien sûr. Oui, au-delà même de se désengager, on doit être capable comme professionnel de ne pas accepter certains accompagnements. Moi, je vais vous le partager ici, mais peut-être que c'est le cas d'autres personnes qui sont en train de nous écouter. Moi, il m'arrive de refuser des familles. Je ne prends jamais une famille en accompagnement avant un entretien pour vérifier que ce que je peux leur proposer peut réellement les aider. Si je sens que l'attente de la famille ne correspond pas du tout à ce que je vais leur proposer et qu'en plus, il n'y a pas d'ouverture, parce que les familles commencent toujours par me dire la même chose, mais après, je sens qu'il y a une ouverture ou qu'il n'y en a pas, je peux tout à fait être en capacité de dire, écoutez, c'est pas moi. Si en effet, ce que vous voulez, c'est des résultats en 15 jours qui ne vous demandent pas trop d'efforts, pas trop de réflexion, et c'est pas moi. Moi, ça, je ne sais pas le faire, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui savent le faire. Moi, je ne sais pas le faire, et même si je savais le faire, j'aimerais pas le faire. Ça ne correspond pas à ma vision du monde et de ma profession. Mais je n'ai pas de jugement négatif là-dessus, c'est juste que ce n'est pas moi.
ce qui nous protège comme professionnels de l'accompagnement, et c'est encore plus vrai avec les personnes à haut potentiel, c'est le cadre que vous mettez à votre accompagnement. Jusqu'où je vais dans mon accompagnement? Jusqu'où est-ce que moi, je détermine que je m'engage ou pas? Typiquement, moi, j'ai des accompagnements individuels actuellement où je reçois en visio, parce que je travaille essentiellement en visio, la famille 3 fois par mois. Et dans cet accompagnement est inclus la possibilité de me contacter à n'importe quel moment de la semaine par WhatsApp parce qu'il y a besoin de comprendre une situation là sur le moment, parce qu'on a besoin d'un éclairage, etc., etc. Quand j'ai réfléchi à cet accompagnement, je me suis dit, OK, ça va être envahissant, comment ça? Est-ce que moi, je peux le tenir? Bien sûr que les parents, ils vont m'appeler tout le temps, enfin, ils vont me contacter tout le temps, je leur ouvre une porte. Donc, le cadre, c'est quel cadre est-ce que moi, je mets? Ben, moi, je mets le cadre que je réponds aux heures de bureau, bêtement, hein, OK? Et que je ne réponds pas le week-end. En vrai, il m'arrive quand il y a une maman qui est en difficulté, c'est souvent les mamans, hein, quand une maman est particulièrement en difficulté dans une situation, de prendre 30 minutes pour échanger avec elle, pour faire redescendre un petit peu la pression, surtout pas pour donner des solutions, mais pour sentir qu'elle n'est pas seule dans ce qu'elle est en train de traverser. Ça peut m'arriver si je sens qu'il y a une urgence. Mais le cadre qui me protège, c'est celui de dire voilà comment je travaille, voilà quel est mon plan entre guillemets d'accompagnement, voilà comment je fais moi pour accompagner les parents. C'est OK pour vous, vous êtes les bienvenus et je me réjouis. Ça ne correspond pas à ce que vous attendez, c'est OK. Mais pour ça, il faut être capable, non pas de uniquement chercher à répondre aux attentes, mais d'avoir mis de la clarté sur qu'est-ce que moi je peux proposer. Et vous me tendez une perche magnifique. Alors, je vais aller voir parce qu'il y a un autre message. OK, quelqu'un est parti, retournera sur mon site. OK, ça résonne bien. Je me demande si vous avez des outils concrets pour accompagner ces enfants qui se sentent en marge. Me demande Hugo, comment aider à l'inclusion. J'ai le cas d'une enfant qui traverse une crise suicidaire, etc., etc., etc. Alors, merci de cette question, Hugo, parce que elle montre un truc qu'on fait tous, pas que vous, hein, mais qu'on fait beaucoup, en tout cas. C'est que ce que vous décrivez là, c'est je rencontre une situation où en plus il y a une crise aiguë, hein, une crise suicidaire, du HP, du TSA, sentiment de décalage, une désocialisation, une déscolarisation, etc., etc. Et je me dis, OK, quels sont les outils que je pourrais mettre en place pour aider cet enfant? Je vais vous répondre, Hugo, aucun. Pardon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un outil qui pourrait permettre, dans cette situation, de... ouais, zut, mais si vous saviez le nombre de fois que je me dis zut, moi aussi, et que j'aimerais bien, parce qu'on porte tous au fond de nous, et je reviens à ce que vous disiez juste après, Hugo, mais on n'a pas choisi ces métiers-là par hasard, on ne va pas se mentir. On a choisi ces métiers-là parce qu'on vient réparer quelque chose de nous. Donc oui, on est des sauveurs et des sauveuses en puissance à la base, d'accord? Personne qui n'a pas quelque chose à réparer choisit de faire ce métier-là. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller regarder dans votre histoire, dans votre parcours, qu'est-ce que vous venez réparer. Et c'est tout à fait normal d'être comme ça. C'est tout à fait normal. La question, c'est comment je ne m'enferme pas dans ce rôle de sauveuse. Comment, à un moment donné de mon évolution professionnelle, j'en sors. Parce qu'elle ne me fait pas du bien et parce qu'elle n'aide pas les gens au maximum de ce que vous pourriez les aider avec les compétences que vous avez. Ça limite vos accompagnements, cette posture de sauveur, alors que dans votre intention, dans vos compétences, etc., il y a tellement plus que ça. Donc la question à se poser, c'est à partir de maintenant, quelle est la posture dans laquelle je serais bien dans mes baskets, qui me permettrait d'accompagner le mieux possible les personnes qui viennent à moi, sans me suradapter, sans chercher à répondre aux attentes en permanence, sans chercher à prouver aux parents ou aux autres ou à la société que je suis un bon professionnel, que j'ai des bons résultats, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une question qui est essentielle. Mais pour revenir à vous, Hugo, avec quel outil est-ce que je peux mettre en place? Vous voyez, moi, quand je lis ça, je me dis, OK, crise suicidaire aiguë, il y a du HP, il y a du TSA, sentiment de décalage, désocialisation ou aider à la socialisation à l'adolescence, etc., etc. Tout ça me parle de quoi? Ça me parle de compétences à acquérir. Revenons aux bases.
Un enfant, un être humain, quand il vient au monde, il n'a aucune compétence. On est d'accord là-dessus. Il va, au fil de son évolution et de sa croissance, développer des compétences. L'autonomie, la socialisation, le libre arbitre, c'est une compétence aussi, la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a toutes ces compétences psychosociales, hein, vous en trouverez la liste sur le site de l'ONU, il y a un très beau tableau là-dessus, sur toutes les compétences psychosociales qu'on vise à développer comme être humain pour atteindre une sensation, sinon de bonheur, en tout cas de bien-être, pour être à l'aise dans l'environnement dans lequel on évolue. D'accord ? Quand vous rencontrez une situation comme celle que vous rencontrez ici, Hugo, posez-vous la question, quelles sont les compétences manquantes à cet enfant pour qu'il soit en capacité de socialiser, c'est une compétence, la socialisation, pour qu'il soit en capacité d'éprouver de la joie et du plaisir et qu'il ne soit plus dans une crise suicidaire aiguë, et quelles sont les compétences qui lui manquent. Et pourquoi c'est OK qu'il manque des compétences aux enfants, à nos enfants et aux parents? Il nous en manque des compétences parce qu'on n'a jamais été parents. Donc, on ne les a pas encore toutes développées. Donc, ça veut dire que si je regarde du côté des compétences à développer, alors je vais pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je peux proposer comme expérience. Moi, j'aime beaucoup l'expérience plutôt que les outils. L'expérience peut être parfois aidée par l'outil, mais laisser à l'outil sa place, c'est-à-dire celui d'être un outil. Si j'ai un marteau pour construire une maison, mais que j'ai que le marteau, j'ai que l'outil, que j'ai pas le plan, il ne va pas me servir à grand-chose. Un outil, c'est un facilitateur. C'est plus facile d'avoir un marteau pour planter des clous que de ne pas en avoir. D'accord? Mais c'est malgré tout pas ce qui va me permettre de construire la maison. Ça veut dire que une fois que j'ai identifié les compétences manquantes, et typiquement un enfant qui est porteur de TSA, toutes les compétences psychosociales autour de la socialisation, ce sont des compétences qu'il a plus de mal à acquérir que d'autres enfants. Ça veut pas dire qu'il n'est pas capable, hein. Ça veut dire qu'il a besoin d'un entraînement plus long, plus intensif peut-être, ça dépend des enfants, sur ces compétences-là, parce que naturellement, ce n'est pas les compétences qu'il va développer. Ok, c'est vrai aussi chez les enfants HP. On parle parfois de cette limite entre le HP et le TSA. En effet, la limite est ténue, entre ce qu'on appelait avant l'Asperger et le haut potentiel. Il y a une limite qui est parfois ténue, d'accord, entre des signes d'autisme et du HP, mais encore une fois, sortons des étiquettes. On se dit, j'ai un enfant qui aujourd'hui traverse une crise suicidaire, qui est en difficulté dans sa socialisation, qui se sent en décalage, qui a des choses qui sont récurrentes dans son discours. Je me fous de savoir s'il est HP, TSA et tout ça. Pourquoi c'est important de savoir qu'il est HP, TSA? C'est pour moi comme professionnel. Pour me dire, OK, dans mon référentiel, un enfant HP, TSA qui vit tout ça, comment je peux mieux le comprendre? Je peux mieux le comprendre parce que le sentiment de décalage, il est justifié. Il est décalé. Il fonctionne pas, il n'a pas une manière d'être au monde qui est la même que les autres ados de son âge. La socialisation chez les enfants HP, alors ça dépend beaucoup des personnalités, mais il y a des enfants qui sont très sociables, et même chez les TSA, il y a des enfants qui ne rencontrent pas tant de difficultés que ça, en tout cas ils compensent suffisamment pour que ce ne soit pas une difficulté, mais cet enfant-là, il est en difficulté. Comment, comme professionnel, quelles sont les expériences en lien avec les parents, en lien avec l'enfant lui-même, que je vais pouvoir lui proposer de mettre en place pour qu'il développe ses compétences? Et là, vous avez un outil qui vaut plus que tous les outils de toutes vos boîtes à outils. Vous allez dire, je ne sais pas, dans un cadre de problématique, je vous donne des exemples comme ça un peu énormes, mais dans un cadre de difficultés de socialisation, je vais proposer de faire une expérience à cet enfant, d'aller participer, je ne sais pas moi, à une activité du quartier qui est en train et puis d'essayer d'échanger avec un des jeunes qui est là. Mais pas d'échanger avec moi, je suis dans mon monde, dans ma bulle, et puis à toi de t'y mettre, mais comment je peux mieux comprendre l'autre.
Je vais avoir des exercices comme ça pour développer les compétences des enfants. Parfois, la socialisation est juste un masque et les masques tombent, on retrouve ces tendances en pédopsie, mais effectivement, quelles compétences manquantes à acquérir? C'est ça. C'est ça. C'est vraiment considéré, et là, c'est pour le coup, c'est vraiment côté parent et côté enfant, hein, c'est des deux côtés. Tout est une question de compétences. Et comment je mets à jour que j'ai pas les compétences? Bah, quand je fais l'expérience et puis que je me rends compte que, et ben là, j'y arrive pas. Si j'y arrive pas comme parent face à cette expérience, je prends conscience que, ok, là, il me manque cette compétence. Qu'est-ce que je peux faire? Ça s'entraîne, une compétence. Les compétences s'entraînent. Elles s'apprennent par le vécu, par l'expérimentation, par l'expérience. Elles ne s'apprennent pas parce qu'on va lire tous les soirs un livre à un enfant qui lui parle d'un enfant qui se socialise, etc. Rien. Surtout avec un HP. Tout ce qui va passer par le cerveau, il l'a. Hein. Les enfants HP, tout ce que vous leur dites qu'ils devraient faire, croyez bien, ils le savent déjà. Hein. Sauf que comment je le fais vraiment dans ma vraie vie à moi, ça, je ne sais pas par contre. Donc, à nous, professionnels, de mettre en place des expériences, de proposer, de co-construire avec l'enfant et sa famille, de mettre en place des expériences qui vont petit à petit développer les compétences de cet enfant. OK? Ça me permet de venir à... Est-ce que ça a répondu à votre question, Hugo? J'attends votre réponse. OK, super, merci à vous. Et j'en viens justement à je regarde l'heure, j'en viens justement à ce que je voulais vous partager, s'il y a quelque chose que vous devriez retenir, que vous aimeriez peut-être retenir. C'est vraiment ne jamais oublier que face à une famille d'enfants à haut potentiel, tout passe par la relation. J'insiste lourdement, mais si vous saviez, comme ça change tout dans un accompagnement. Prenez le temps. Oui, la famille va vous demander des outils. Oui, les parents vont vous dire, oui, mais très bien, mais comment je fais pour ceci et pour cela? Vous allez obtenir beaucoup plus de confiance d'un parent au potentiel, d'un enfant au potentiel en lui disant, Madame, je ne sais pas, je ne vous connais pas. J'ai besoin d'apprendre à vous connaître. J'ai besoin d'apprendre à connaître votre enfant pour qu'ensuite, on puisse réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait mettre en place. Je vous assure que ça, c'est plus flippant hein, quand on est professionnel, mais en vrai de vrai, les parents adorent ça parce que ça a le mérite d'être authentique. Et dans la confiance relationnelle, les parents d'enfants au potentiel ont besoin de cette authenticité, de cette humilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, c'est veiller à votre suradaptation. Peut-être qu'elle n'est pas encore claire pour vous, peut-être qu'elle l'est déjà, mais à tous les endroits où dans votre pratique professionnelle, vous essayez de répondre aux attentes ou à la demande des personnes qui viennent vous voir, vous êtes en suradaptation. Toujours. Je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre un exemple dramatique, je prends toujours celui-là, il est un peu trash, mais il a le mérite d'être clair. Si demain, on me diagnostique un cancer, je vais aller voir un cancérologue. Le cancérologue va me dire, au regard de ce que j'ai compris de votre cancer, de votre fonctionnement physiologique, etc., voilà quelle est la marche à suivre. Je vous assure que je ne vais pas remettre en question ce qu'il me dit. Je ne vais pas lui dire, alors attendez, moi je viens vous voir, mais ce que je voudrais, c'est tel traitement, à tel dosage, à telle fréquence. On est d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que je donne autorité à quelqu'un que j'estime être plus compétent que moi dans ce domaine, je lui donne autorité. On a besoin d'obtenir cette même l'autorité, c'est quelque chose qui se gagne, hein, c'est pas quelque chose qui se prend. Ce qui se prend, c'est l'autoritarisme. L'autorité, c'est quelque chose qui se gagne, c'est quelqu'un d'autre qui vous donne autorité. Si vous voulez qu'on vous donne autorité pour que vous puissiez mettre vos compétences au service du bien-être des personnes que vous accompagnez, alors vous avez besoin de vous positionner comme étant celui, non pas qui sait ad vitam aeternam, mais qui sait en tout cas par où passer. Ça veut dire que si je me laisse entraîner par « ouais, non, mais moi, je viens vous voir parce que mon fils, il s'oppose tout le temps et j'en peux plus et je veux que ça s'arrête. » Et que comme pro, je me dis « ok, c'est quoi les outils que j'ai face à l'opposition? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Patati, patata. » Je vous le dis, mais vous l'avez déjà expérimenté, vous faites fausse route. L'outil que vous allez donner ne va
la plupart du temps, pas marcher. Parfois, ça marche, mais c'est très rare. Et pas marcher sur le long terme, surtout avec un enfant à haut potentiel. Si je suis celui qui dit, écoutez, j'entends vos demandes, j'entends que vous en avez marre de cette opposition, j'entends votre fatigue, j'entends votre ras-de-bol, mais voilà avec moi comment on va procéder. Avec moi, on va procéder par au moins, si je vous parle de moi, au moins 2 ou 3 premiers rendez-vous dans lesquels je vais apprendre à vous connaître. On va prendre le temps ensemble que je comprenne votre système familial, votre fonctionnement, le fonctionnement de votre enfant, vos vulnérabilités, vos forces, votre histoire. On va prendre ce temps-là. Et seulement là, on réfléchira ensemble à quelles sont vos priorités, quelles sont les priorités de votre enfant, et puis le chemin par lequel vous pourriez passer pour atteindre plus rapidement et plus facilement ces objectifs. Ça, c'est mon cadre de cancérologue. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas encore dit ce qu'on va faire exactement. Je ne vais pas dire on va faire telle expérience à tel moment et puis après on passera à celle-là. Non, je ne sais pas. Mais je sais quel est le chemin que je vais suivre. À chaque fois que je m'éloigne de ce chemin, je me suradapte. Je suis en train d'essayer de répondre à l'attente de la personne qui est venue me voir pour être soutenue, pour lui plaire, pour me sentir bonne professionnelle, pour me sentir peut-être aimée, parce qu'on est des sauveuses et des sauveurs, et parce qu'on a des blessures, comme tous les êtres humains, et puis si vous êtes concerné par le haut potentiel, vous avez cette sensibilité, cette hypersensibilité, et ces blessures que vous aussi vous portez. Et donc, vous allez avoir tendance à vous suradapter, surtout les femmes. Ok, on en parlait ce matin pour les parents, mais c'est vrai aussi pour les professionnels. Ça veut dire que peut-être que la première étape, quand on souhaite accompagner des parents d'enfants au potentiel, c'est déjà regarder où j'en suis réellement, de ma fatigue professionnelle, de la suradaptation, de peut-être mon surinvestissement, de comment est-ce que je suis satisfait ou pas satisfait de ce que je mets en place, de ce que je ne mets pas en place, etc. Faire un petit point là-dessus. Et puis ensuite, c'est définir sa posture. C'est quoi ma posture de professionnel? Parce que ici, on est à 13, 14, je ne sais pas. Et ce serait tellement triste qu'on soit les 13 les mêmes. Et vous ne pouvez pas avoir la même posture que moi et je ne peux pas avoir la même posture que vous parce qu'on n'est pas les mêmes. Et que comme je vous le disais au début de cette intervention, ce dont les gens ont besoin, c'est de votre humanité. C'est pas que vous soyez planqué derrière un masque de votre étiquette de psychologue, de médecin, de coach, d'instituteur, de professeur, d'éducateur. C'est pas de ça dont les gens ont besoin. Les gens, ils ont besoin de votre humanité. Et donc, cette posture, elle se travaille de manière individuelle. Elle se travaille sur comment je me pose certaines questions. Alors, je ne peux pas vous faire ce travail ici, parce que c'est le travail que je propose en mentorat, mais elle se travaille vraiment sur cette question de quel professionnel est-ce que je choisis d'être aujourd'hui de manière la plus alignée possible avec moi-même. Parce que c'est comme ça que vous allez aider le mieux et le plus de monde. Je vais voir. Vous avez tellement raison, posture honnête et humble. C'est exactement ça, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup d'honnêteté. Et du coup, quand on dit humilité, honnêteté, on dit humanité. Vous êtes des êtres humains. Nous sommes professionnels de la relation d'aide, profondément souvent passionnés par le métier que nous exerçons. C'est mon cas. J'imagine que si vous avez pris 2 heures aujourd'hui pour venir participer à cet atelier conférence, c'est que c'est votre cas aussi. Vous aimez profondément ce que vous faites, vous êtes animé par ce que vous faites, vous êtes en mission pour quelque chose. Ça ne veut pas dire que pour exercer cette mission, pour accompagner le mieux possible, il faut se suradapter, il faut se laisser happer par cette position de sauveuse. Vous savez, quand on a cette position de sauveur ou de sauveuse, dans un premier temps, les gens, ils adorent ça. Ils vont s'accrocher à vous. Et puis, dès que vous n'allez plus tenir parce que c'est trop pour vous, ils vont lâcher en disant « Elle est vraiment pas bonne, elle. Oh, on va pas l'avoir, nulle. 3 fois, puis elle après terminé parce qu'elle tenait plus rien. » Et vous voyez, vous desservez. Alors que vous avez tellement de belles compétences, tellement de belles choses à offrir au monde. Mais ça passe, comme chez les parents, ça passe aussi par sortir de la suradaptation et puis reprendre une posture qui leur permette de tenir leur juste place dans leur parentalité. Pour les professionnels, c'est aussi faire évoluer vos professions
à mon sens en tout cas, pour aller vers quelque chose qui, un exercice de votre profession qui vous ressemble davantage. Donc voilà ce que je voulais vous proposer un petit peu aujourd'hui. Peut-être j'ai été, non, 16h20, j'ai pas été trop vite. Est-ce que vous avez des questions sur toutes ces questions, sur toutes ces choses-là que je vous ai partagées aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'intervenir, me dire quelque chose ou pas? Ouais, alors je vois que quelqu'un lève la main. Ouais. Moi, je voulais dire quelque chose quand j'ai fait de la pédopsie sur des choses. C'est pas le même job d'aider les gens et faire de la pédopsie, hein. Mais quand on est en accompagnement et si on se positionne tout le temps comme sauveur, on peut très vite rentrer dans le triangle de Karpman. Et de sauveur, on devient persécuteur pour la famille ou pour l'enfant. Bien sûr. Et on se victimise. Et c'est parce qu'on se victimise qu'on est fatigué, épuisé et qu'on lâche la famille, en fait. Je pense que le raisonnement de se dire où est-ce qu'on se positionne, qu'on prend le temps, je pense que c'est bien avec peut-être de prendre du temps de comment je me positionne, quel professionnel je veux être. Mais on n'est pas, bien sûr que sur le principe, on a des vocations qui font qu'on veut réparer des choses, mais il y a des choses que peut-être on nous a aidé à réparer, qu'on veut transmettre à d'autres. Oui, Et bien sûr. je pense que c'est plutôt ces choses-là qu'il faut mettre en avant. C'est on m'a aidé, moi, à réparer des choses et je me rends compte que je peux aider d'autres gens. Oui, bien sûr. Et pas, Bien sûr, il y a vraiment toujours au cœur de ça, hein, avec particulièrement avec les parents d'enfants à haut potentiel, il y a vraiment toujours, bien sûr que ça part toujours de où j'ai identifié ce besoin et j'ai les compétences pour venir en aide, etc. Mais ça part toujours aussi de, une fois que je suis formée, quelles que soient vos formations, pédopsie ou autre, une fois que je suis formée, comment est-ce que je peux me détacher de ma formation pour créer ma manière de l'exercer? Vous savez, c'est un petit peu comme, c'est quoi devenir adulte? C'est le moment où je suis capable de garder ce qui m'a convenu dans mon éducation, ce qui me permet pertinent dans l'éducation que mes parents m'ont donnée, et que je suis aussi capable de lâcher tout ce qui m'a pas paru pertinent et tout ce que j'ai pas envie de garder. C'est ça, devenir adulte, ok? Eh bien, peut-être que c'est prendre une posture professionnelle adulte que de dire, ok, j'ai été formée, j'ai tout un tas de connaissances, j'ai tout un tas d'outils dans une profession. Souvent, si ici, il y a des personnes qui sont concernées par le haut potentiel, vous êtes souvent surformés, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Et c'est se dire, ok, avec ce bagage-là, maintenant, qu'est-ce que je construis moi? Qu'est-ce qui me paraît juste pour moi? C'est parce que vous allez mettre en place une posture qui soit juste pour vous, dans laquelle vous ne vous suradaptez plus, dans laquelle vous n'appliquez plus des choses qui ne vous paraissent pas pertinentes, dans laquelle vous avez mis de la clarté sur tout ça. C'est à partir de là, d'abord, que vous allez pouvoir vous éclater dans votre profession parce que c'est plus lourd. C'est juste que j'aime faire ce que je fais et il n'y a plus de lourdeur. Et puis surtout, c'est là où vous allez aider le mieux les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, j'ai un petit message, je vais aller regarder. Sylvia qui doit nous quitter. Merci à vous, Sylvia, de votre retour. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou envie de partager quelque chose, ou est-ce qu'on en reste là? N'hésitez pas à me dire. Merci, il y a des petits emojis qui volent, merci beaucoup. En tout cas, voilà, sachez que c'est ma vision du monde, c'est ma vision de l'accompagnement, c'est aussi le fruit de mon expérience d'accompagnement auprès de nombreux parents d'enfants au potentiel. Donc, on est là sur non pas de la théorie, mais quelque chose de terrain. C'est d'autant plus vrai si vous êtes des professionnels vous-même concernés par l'hypersensibilité, le haut potentiel, et qu'on dérape plus facilement du côté de la suradaptation quand on n'est pas les seuls à le faire, mais on a une petite tendance à déraper un petit peu plus. Donc j'espère que cette conférence, cet atelier conférence vous aura nourri vos réflexions. Merci Hugo, merci Nathalie, merci Camille. C'est parlant. Ok, super. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. J'espère avoir été suffisamment claire. C'est compliqué parce que j'aimerais vous parler de tout un tas de choses et que je sais aussi que dans le cadre d'un festival, notre temps d'attention a besoin d'être ménagé. Vous pouvez me retrouver en effet sur tous les réseaux sociaux.
Vous allez me trouver très facilement. Je suis partout, donc vous allez me retrouver partout. Je sais que le festival va mettre en ligne sur sa chaîne YouTube cette conférence. Donc, si vous avez envie de la réécouter, n'hésitez pas à y retourner. Si vous avez envie de la partager autour de vous, n'hésitez pas non plus. Si vous avez envie de me recontacter personnellement, n'hésitez pas non plus. Et puis, dans le cadre du festival, j'ai donc récupéré les adresses email des personnes qui ont souhaité participer à cet atelier. Vous allez recevoir désormais ma newsletter. Si elle ne vous intéresse pas, vous avez toujours la possibilité de vous désinscrire en bas de chacun des emails que je vous envoie. Donc, ne vous sentez pas piégé par quoi que ce soit. C'est juste que pour vous envoyer le lien de la conférence, du coup, on a procédé comme ça en accord avec le festival. Donc, évidemment que je vais continuer de communiquer avec vous. Si ce n'est pas OK pour vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous désinscrire. OK ? Marilyn qui dit « Merci d'avoir mis au centre de cette problématique l'aspect humain. » Oui, plus que jamais, on a besoin d'humanité. Plus que jamais. Et il faut que nous, comme professionnels de l'accompagnement, on soit les modèles de ça. Ok, j'ai adoré la dimension humaine de votre discours, maman HPI d'un grand enfant HPI, c'était intéressant. Ok, vous serez intéressée, Virginie, aussi sur l'atelier que j'ai donné ce matin. Quand il sera en ligne sur la chaîne du festival, je vous invite à aller l'écouter. Vous allez voir que finalement, tout est lié. Vous l'avez compris, c'est juste une question de posture. Quand je suis pro, quand je suis parent, etc. Mais peut-être que ça pourra aussi éclairer votre réflexion. Merci à tous pour ces jolis retours. Ça me touche beaucoup. C'est très gentil. Sidonie, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est OK pour moi. Bon. Merci à vous. Et au revoir. Merci tout le monde. À très, très